La cuisine sentait la viande saisie et les légumes trop cuits. L'air était si épais qu'il pesait sur ma poitrine. Je me penchai sur l'évier, manches retroussées, l'eau froide coulant sur mes mains tandis que je frottais une autre assiette. Puis ça m'a frappé. Une douleur aiguë a traversé mes côtes, si vive que j'ai cru que mes genoux allaient lâcher sur le carrelage. Mon souffle s'est bloqué, court et saccadé, le bord du comptoir devenant soudain la seule chose qui me maintenait debout. Arrête de geindre. Les soldats ne se plaignent pas, a lancé la voix de mon père, tranchante comme un fouet à travers la pièce. Même à la retraite, le colonel James Monroe portait la même autorité qui pliait autrefois des pelotons à sa volonté. Pour lui, mon silence n'était pas de la force. C'était une obéissance attendue, quand un son m'échappait, même un gémissement de douleur. C'était une faiblesse qu'il ne tolérait pas. De l'autre côté de la pièce, David s'appuyait contre le frigo, son sweatshirt du corps des marines flottant sur ses épaules, bras croisés comme s'il attendait ce moment précis. Son sourire s'est élargi, lent et cruel. « Regardez-la », a-t-il dit, un rire coincé dans la gorge, notre vaillante lieutenante, rentrée de l'étranger, qui s'effondre sous la corvée de cuisine. L'assiette a glissé de mes doigts, s'écrasant dans l'évier. J'ai pressé une main sur mon flanc, essayant de masquer le tremblement de mon bras en attrapant une autre assiette. L'eau continuait de couler. Mais le bruit dans la pièce était plus tranchant, le raclement de la chaise de mon père, le claquement de ses bottes contre le sol, le silence qui suivait, lourd comme une arme chargée. Je ne l'ai pas regardé, pas encore. Je fixais le mince filet de savon glissant dans l'évier, comptant chaque respiration comme je comptais autrefois les secondes sous le feu ennemi. Là-bas, en uniforme, je savais à quoi m'attendre. Ordre, danger, survie. Dans cette maison, où l'absence de ma mère n'avait aucun effet sur les règles, elles étaient devenues plus ambiguës et encore plus dures. « Tu penses que ton déploiement te donne une excuse ?» a-t-il dit d'un ton posé. Mais chaque syllabe me frappait comme une tonne de briques. Mon dos s'est raidi par réflexe. « Tu vis toujours sous mon toit. Peu importe ce qui arrive, tu devras porter ton propre poids. » La douleur s'est intensifiée, irradiant dans mon flanc jusqu'à ma mâchoire. J'aurais voulu me retourner et me défendre, dire quelque chose. Contrairement au tintement net découvert sur le comptoir, le rire de David comblait le vide. Dans un geste de douleur feinte, il s'est affaissé, se tenant les côtes. Il a conseillé d'appeler les médecins. La lieutenant Monroe a une coupure de papier. Malgré la vague de chaleur, de honte et de rage mêlées, j'ai réussi à réprimer mes émotions, ne jamais céder à leurs exigences. C'était aussi une partie de l'entraînement. Frotte, rincer, empiler étaient des mouvements naturels pour mes mains. À chaque geste mécanique et chaque respiration, je mettais à l'épreuve la bande dans ma poitrine. Au-delà des logements de la base, j'entendais le grondement sourd d'un moteur, un bruit apparemment insignifiant, mais à cet instant, il me rappelait que le monde continuait de tourner au-delà de ses murs, mais à l'intérieur, la cuisine m'enveloppait de son odeur graisseuse, des éclats de rire et de l'autorité glaciale d'un homme qui m'avait appris la punition, mais jamais la pitié. J'avais affronté des armées, des fusillades et un chaos général. Pourtant, debout de là, les mains couvertes de savon, sous le regard de mon père, c'était la seule chose qui pouvait me faire sentir plus petite. La brutalité dans cette cuisine s'entraînait en moi depuis des années. J'aimerais pouvoir dire qu'elle a commencé à mon retour du déploiement, mais en réalité, c'était bien pire. Notre maison n'a jamais vraiment ressemblé à un foyer. C'était plutôt une caserne de briques et de cloisons. La mort de ma mère nous a laissés dans un silence profond, que mon père a rapidement rempli d'une discipline stricte. Le salon servait de terrain d'entraînement, la salle à manger de scène. David y prospérait, il était fort, obéissant, prêt à donner le meilleur de lui-même, même avant d'enfiler un uniforme. Mon père l'avait déjà proclamé « soldat né ». Le terme lui collait comme une médaille. À chaque erreur que je faisais, l'éclat de David brillait davantage. Il semblait posé et héroïque, et mon père pensait que c'était précisément son caractère. Moi, j'étais différente. Mes instructeurs m'avaient toujours inculqué l'importance d'être sensible et perspicace. L'attention dans le regard de quelqu'un ou le changement dans le ton d'un ami passait inaperçu pour les autres, dans notre famille. Cependant, c'était vu comme une faiblesse, pas une clairvoyance. Quand mon père disait que je manquais de courage pour le travail, il ne parlait pas seulement de l'armée, il parlait de la vie elle-même,
Le jour où j'ai glissé et suis tombée dans son parcours d'entraînement dans la cour reste gravé dans ma mémoire. J'avais 8 ans, déterminé à nous transformer en guerriers avant même la puberté. Il avait construit une montée de cordes et un labyrinthe de sacs de sable. Avant que la douleur ne s'installe, j'ai senti mon bras craquer en tombant lourdement, gonflé d'émotion. Je l'ai serré contre mon cœur. Il s'est approché lentement pour tendre une main, sans même demander. Il a supposé que je ne pouvais pas bouger mes doigts, de retour à l'intérieur. Au lieu de m'aider, il a poussé une pile d'assiettes vers moi. Il m'a ordonné de les laver d'abord. Ensuite, on verra si c'est vraiment cassé. Je me souviens encore de la brûlure du savon et de l'eau sur mes mains tremblantes, du poids des assiettes glissant entre mes petits doigts et de l'humiliation de pleurer devant lui alors qu'il se tenait dans l'embrasure, à observer, quelques heures plus tard, une radiographie a confirmé mes soupçons. L'os était fracturé. Pourtant, il a dit au médecin que j'exagérais la douleur. Ce schéma s'est bien ancré. Chaque signe que mon corps s'effondrait, fièvre, blessure, était ignoré. Si David ne ressentait pas de douleur, c'était une comédie, le courage suivait. Rester silencieuse ou affronter la honte. C'était ma propre règle. J'ai donc appris très tôt, bien avant que l'armée ne me promeuve, que la clé pour survivre était d'enterrer ma voix. J'avais déjà planifié ma destination quand l'armée m'a accordé un congé médical temporaire. J'ai loué un appartement près de la base, mais mes finances se sont épuisées en 1 mois et l'endroit était déjà pris. Il ne restait que les baraquements de Fort Bragg, l'endroit où ma discipline d'enfant avait été forgée. Entrer par cette porte principale familière ressemblait plus à une affectation non désirée qu'à un retour à la maison. Mon père n'a pas tardé à réaffirmer son autorité. Il m'a crié de sortir du lit avant l'aube, bien avant que la brume des pins environnants ne se dissipe. Il proposait des exercices dans la cour, un jogging autour du quartier, des pompes jusqu'à ce que mes bras tremblent, pas pour récupérer, mais pour réaffirmer mon caractère. Avant le petit déjeuner, nous courions, transportions, balayons. C'était plus une punition déguisée en travail, et David ne manquait jamais une occasion de se montrer, surtout devant un public. Vêtu de son uniforme du corps des marines impeccablement repassé, il entrait dans la cuisine avec assurance et serrait la main de mon père comme s'ils étaient camarades plutôt que père et fils. En m'apercevant dans l'embrasure, il me jetait un regard et demandait d'une voix forte « Comment se passent tes vacances civiles ?» Le message était clair, je n'étais plus un soldat, et mon père ne pouvait s'empêcher de rire de la pique. Il ne pensait pas ainsi. Les murs étaient bien plus oppressants qu'ils ne l'étaient quand j'étais enfant. Comme mon père gardait les clés de la maison de la base comme une paire de menottes et que je n'avais pas de véhicule, je ne pouvais pas quitter la base sans les demander. Ce qu'il appelait responsabilité, je l'appelais contrôle. Mon téléphone, comme mon ordinateur, était inspecté par lui. Je pouvais envoyer un message et il se demandait si je perdais du temps ou non, bien qu'il ne l'ait jamais dit directement. L'implication était claire. Il pensait que mon droit à la vie privée n'était pas mérité. Quand d'anciens coéquipiers m'ont contacté en apprenant mon retour, j'ai cessé de répondre à leurs appels. J'étais trop faible pour supporter une nouvelle vague d'interrogatoires, et chaque fois que le téléphone sonnait, il menaçait de demander qui c'était. Ainsi, j'ai retrouvé ma timidité, appris à baisser les yeux pendant les repas, acquiescé à chaque nouvel exercice qu'il nous imposait, et appris à tenir ma langue quand David faisait une blague déplacée. Bien que l'armée m'ait appris à tenir ma position dans les fusillades, dans cette maison, je redevenais une simple soldate soumise à une inspection constante, attendant toujours le prochain ordre, test ou opportunité de prouver mon insuffisance. Les jours passaient dans un brouillard jusqu'à ce que mon père nous donne notre prochaine mission. Organiser un dîner formel pour la générale de brigade Margaret Ellis, une amie de longue date de la famille et mentor professionnel. Chez nous, il célébrerait son 80e anniversaire, tout reposait sur mes épaules, concevoir le menu, faire les courses, nettoyer toute la maison et préparer le dîner. On m'a confié la tâche de tout faire. Dès qu'il l'a appris, David a salué paresseusement, promettant de superviser. Refuser n'était pas une option. Alors je me suis plongée dans la tâche. J'ai passé des jours à sortir des boîtes de porcelaine du grenier, à me brûler les mains en polissant l'argenterie jusqu'à ce qu'elle brille, et à me pencher sur le four jusqu'à ce que la chaleur trouble ma vue. À chaque mouvement, une douleur cuisante traversait mon flanc. Une gêne discrète s'était transformée en quelque chose de bien plus perturbant. Au moment du dîner,
J'avais l'impression de tirer sur du fil barbelé à chaque respiration, l'odeur du parfum. Du porc rôti et de l'ail flottaient dans l'air alors que les invités arrivaient en uniformes impeccables et costumes noirs. Pendant que les rires résonnaient dans le salon, je restais fermement dans la cuisine, transférant délicatement les plateaux et versant les boissons. L'air était frais, mais la sueur s'accumulait à la nuque. Naturellement, David a trouvé sa place sur scène. Elle donne encore l'impression de jouer la comédie. Attention, elle pourrait s'évanouir pour attirer la sympathie, a-t-il dit. Sa voix à peine audible dans la pièce, au-delà du seuil. Quelques rires polis ont étouffé son gloussement. Mon esprit s'emballait alors que j'examinais l'assiette dans mes mains. « Ressaisis-toi, lieutenant. » L'expression de mon père était empreinte de mépris, alors qu'il lançait cet ordre dégradant sans la moindre dignité. Je serrais les dents et continuais à servir les plats, comme si de rien n'était. Même si mes genoux tremblaient à chaque pas, la pièce tournait légèrement alors que la lumière crue du lustre me brûlait les yeux. Au milieu de tout cela, la porte d'entrée s'est ouverte. Un vent glacial a déchiré la chaleur épaisse. Le major Jonathan Howard, chirurgien de l'armée et ami de l'étranger, a parlé plus fort que les rires d'une manière que je n'avais pas anticipée. Il a balayé la pièce du regard avant de fixer ses yeux sur moi, son comportement passant de celui d'un visiteur amical à celui d'un médecin préoccupé en un instant. Les fondations de notre tromperie silencieuse ont commencé à s'effriter à cet instant précis. Avant même qu'on puisse offrir un verre à Howard, il s'est avancé dans la pièce, observant la façon dont je tenais mon flanc. Mes épaules étaient tendues. Ma respiration était courte. Il n'a pas perdu de temps en bavardage. D'un ton calme et professionnel, il a demandé « Depuis quand ça dure ?» J'ai secoué la tête, essayant de cacher un sourire fragile. Des années de rejet m'avaient conditionné à dire « Je vais bien ?» Alors je l'ai murmuré. Il n'était pas convaincu. Il m'a stabilisé en effleurant à peine mon bras, puis a dit « Elle a besoin de soins médicaux immédiatement ?» Les rires dans la pièce se sont tus dans un silence gêné. Mon père s'est levé d'un bond, la mâchoire serrée, la voix tranchante comme une lame. « Ce n'est pas nécessaire. Elle exagère. On ne veut pas faire une scène devant les invités. » Son regard s'est dirigé vers la générale à la tête de la table, sa peur de sembler ridicule le submergeante. Howard a répondu brusquement. Ce n'est pas un exercice. Sa voix tremblante d'une intensité agressive, avec une autorité indéniable, il a averti. Elle pourrait s'effondrer d'une seconde à l'autre, appeler une ambulance. David s'est tu lui aussi. Le sourire de David vacillait alors que Howard s'approchait pour regarder dans mes yeux. « Lieutenant, prends une profonde inspiration pour moi, » a-t-il murmuré. J'ai essayé, mais la douleur était si intense que j'ai haleté. Cela lui a suffi. Il a fait un geste énergique vers la porte. Peu après, des techniciens médicaux d'urgence ont envahi la maison, leurs sacs claquant sur le sol brillant alors qu'ils sortaient des masques à oxygène, prenaient les signes vitaux et marmonnaient des instructions sur l'urgence de la situation. Les experts, qui ne détournaient pas le regard, avaient pris le contrôle de la situation à mon père. Je l'ai aperçu, puis l'ai raidé, mais obstiné, alors qu'il me hissait sur la civière. « Elle ira bien », a-t-il murmuré. « C'est exagéré », a-t-il dit, mais personne n'écoutait. Le trajet en ambulance s'est déroulé dans le silence, les lumières néons et les sirènes devenant un brouillard. Les résultats des scanners à l'hôpital ont confirmé ce que mon corps soupçonnait. Des fractures de côte et du sang s'accumulant autour du poumon, une preuve incontestable. Une autre personne se tenait à mon chevet lorsque j'ai rouvert les yeux, ma tante Karen O'Donnell, infirmière dans l'armée, la petite sœur de ma mère. Bien que son uniforme ait été retiré, la détermination dans ses yeux restait inébranlable. Sa main ferme et réconfortante a pris la mienne sans hésiter. « Tu ne retourneras pas là-bas ?» a-t-elle dit d'une voix calme et posée. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai fait confiance à quelqu'un d'autre. Karen n'a pas perdu de temps. Avec la précision de quelqu'un qui a servi des années en uniforme, elle a posé des documents sur la table roulante comme si elle se préparait au combat, alors que j'étais allongée dans le lit d'hôpital, avec l'oxygène sifflant doucement à côté de moi. Elle a rassemblé les dossiers médicaux, les images et le rapport des ambulanciers. De plus, elle avait une déclaration formelle du Dr Howard, méticuleux dans sa description de mes côtes fracturées, de la respiration courte qu'il avait observée, et du risque qui aurait suivi si je n'avais pas reçu de soins médicaux. J'ai essayé de l'ignorer. « Karen, c'est fini.
Je vais guérir. Personne n'a besoin d'en savoir plus. Ma voix était faible et épuisée, reflétant l'habitude de minimiser. Son regard intense a croisé le mien. Ils t'enterreront à nouveau si tu ne parles pas. Sarah. Ces mots ont touché quelque chose de brut et profondément enfoui en moi. Ils réécriront cette histoire jusqu'à ce que tu sois réduite à une soldate faible qui a trébuché sur sa propre ombre, et tu devras vivre avec leur version de toi-même. Le silence avait été ma force pendant longtemps, et j'avais survécu en avalant la vérité, mais allongée là, couverte de bleu. Le coup de ce silence est devenu évident. Karen avait déjà contacté la police militaire avant ma sortie. Ils sont arrivés en uniforme, bloc-notes en main, avec des voix calmes mais méthodiques. Morceau par morceau, j'ai raconté les événements, depuis la pression de mon père jusqu'au rire de David et la chute dans la cuisine. Chaque nouveau détail semblait déchirer un trou, mais le contact ferme de Karen sur mon épaule m'empêchait de me sentir seule. 2 jours plus tard, un message contrôlé mais furieux de mon père est arrivé, me traitant d'émotive et d'ingrate, prouvant que je n'avais rien fait pour rapprocher notre famille. David s'est joint à lui, se moquant de moi pour avoir cherché de l'aide auprès d'étrangers. Karen a grimacé en enregistrant le message. Pourtant, malgré leurs assurances ils viennent de nous donner des munitions, les doutes nocturnes s'insinuaient. En dehors de Karen et Howard, je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. Puis, des messages ont commencé à arriver d'anciens camarades d'escouade. L'un d'eux a écrit « Je me souviens de toi boitant en patrouille. Tu disais que tout allait bien, mais on savait tous que quelque chose n'allait pas. » Un autre a avoué avoir vu mon père minimiser des blessures lorsqu'il venait nous rendre visite. Bien que leurs commentaires ne puissent pas remonter le temps, ils ont planté une graine d'affirmation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Peu à peu, le silence oppressant que j'avais enduré s'effritait, et pour la première fois, j'avais l'impression que quelqu'un écoutait vraiment mon histoire. Un tribunal militaire, vide à l'exception du drapeau américain et du sceau de la justice, a servi de toile de fond au procès. Malgré mon uniforme repassé, la douleur dans mes côtes persistait alors que je m'asseyais à la longue table. Pendant longtemps, j'avais été éclipsée par mon père, mais ce matin-là, quelque chose dans l'atmosphère a changé, comme si la dynamique de pouvoir évoluait d'une manière que je n'aurais pas imaginée. Le docteur Howard a pris la parole en premier, témoin calme, clinique et incontestable. Il a détaillé mes symptômes, le risque d'hémorragie interne et les tests diagnostiques qui confirmaient que la réalité. Les juges écoutaient attentivement, leurs crayons glissant sur la page. Puis Karen est arrivée. Ces mots portaient l'autorité de quelqu'un qui a évacué des soldats blessés des champs de bataille. À cet instant, elle était plus qu'une tante. Elle était une infirmière vétérane, avec une organisation méticuleuse. Elle a présenté les preuves, les dossiers médicaux, les images, et l'évidente enflure sur ma poitrine. Le silence qui avait protégé mon père pendant si longtemps s'érodait à chaque nouvelle révélation, puis l'enregistrement a été diffusé, la voix dure et condescendante de mon père, m'accusant d'être ingrate et trop émotive, a rempli les haut-parleurs du tribunal. Le rire moqueur de David suivait. Alors que je luttais pour respirer, prononcer ces mots à voix haute devant des officiers en uniforme atténuait leur impact. La honte ressentie en secret devenait publique. Le colonel James Monroe a été reconnu coupable d'abus et de mise en danger. La décision a été rendue d'un ton sec et mesuré. Il n'est plus membre honoraire, est soumis à une probation et à l'interdiction de me contacter à nouveau. Bien que le corps des marines n'ait pas inculpé David, ils l'ont publiquement réprimandé, stoppant son avancement et ternissant son dossier autrement impeccable. Leur autorité autrefois inébranlable s'effondrait sous mes yeux. À l'appel de mon nom, je me suis levée. Ce n'était pas la peur qui faisait trembler mes jambes. J'ai croisé le regard du panel et déclaré clairement, d'une voix calme mais ferme, j'ai porté le silence comme une armure pendant la majeure partie de ma vie. Aujourd'hui, j'avais besoin de me tenir debout sans elle. Ce n'étaient pas des phrases préparées, mais elles venaient d'un endroit plus profond, là où des années de souffrance avaient enfin été libérées. Je suis sortie de ce tribunal non pas comme une sœur éclipsée ou une fille cherchant encore l'approbation, mais comme une officière qui avait retrouvé sa voix. Pour une fois, le silence était le leur, pas le mien. L'atmosphère autour de moi a changé après le verdict. Elle était plus légère, mais pas totalement libre. Les blessures ne disparaissent pas avec un coup de marteau, elles persistent, douloureuses dans le calme, attendant d'être transformées
Parce que le silence m'avait déjà coûté trop cher, j'ai accepté l'invitation du Veterans Hall à parler, non pas pour attirer l'attention, mais parce que je devais le faire, des uniformes variés. Certains impeccables, d'autres usés, certains même drapés sur des fauteuils roulants, remplissaient la salle. Des gens de tous horizons étaient assis parmi eux, leurs expressions trahissant le fardeau d'histoires non racontées. En montant sur la scène, j'ai laissé mes yeux parcourir la salle pendant que ma poitrine, encore douloureuse sous ma veste, était examinée. Rester silencieux est une force, et se plaindre est une faiblesse. Ai-je dit, j'ai cru cela pendant des années, le silence a failli me tuer, les mots semblaient libérer quelque chose dans l'air, j'ai décrit la douleur qui m'écrasait dans la cuisine, et comment, même dans ma propre famille, les moqueries avaient étouffé la compassion. J'ai parlé de l'intervention féroce de Karen, de l'action du Dr Howard quand personne d'autre ne l'aurait fait, et du moment où ma voix a enfin percé des années de rejet, parce que ceux qui cherchaient à m'effacer avaient profité de mon silence. J'ai choisi de ne pas atténuer la vérité, mais de la laisser brute et inébranlable. Quand j'ai fini, un silence complet a d'abord régné, puis les mains se sont doucement levées, l'un après l'autre. Les hommes et les femmes se sont levés, chacun offrant un morceau de son histoire. Le médecin dont les blessures étaient qualifiées de simulées, l'épouse réduite au silence par le statut et la réputation, le vétéran dont les blessures passaient inaperçues, alors que leurs mots résonnaient dans l'auditorium, l'atmosphère passait de la confession à la reconquête. Une semaine plus tard, le titre du journal local proclamait « Une lieutenante de l'armée transforme le traumatisme en justice et changement ». Le nom de mon père était enfoui dans l'article « Dépourvu d'honneur », tandis que la réprimande de David se propageait subtilement dans le corps des marines. Le silence a remplacé l'admiration dans le cercle qui les tenait autrefois en haute estime. Ce n'était pas un triomphe que je ressentais ce soir-là, debout dehors dans l'air frais caressant mon visage, mais une vérité que je connaissais. Le silence est l'ennemi. Parler sauve des vies. Avec ces mots, j'ai conclu mon discours. La cohérence était la clé. Pour une fois, je me sentais soulagée du fardeau de l'invisibilité. J'étais juste une soldate qui s'était portée volontaire pour se tenir debout. Cette fois, les gens ont vraiment écouté mes paroles.